C'était la veille de Pessah qui tombe Shabbat. C'est pareil, l'année que les Juifs sont rentrés pour la première fois en Israël, c'était aussi la veille de Pessah qui tombe Shabbat. Alors, on souhaite vraiment, il faut prier très très fort pour qu'on ait la Géoula cette année, qu'on puisse faire le Korban Pessah à Yerushalayim. Et ce soir, c'est un grand moment. C'est Rosh Chodesh Nissan. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui est marqué dans la Chassidoute. Le bruit que le rabbi faisait, que c'est mamash, c'est le Rosh Hashanah de la conduite miraculeuse de tous les prochains 12 mois. Donc, c'est un moment très, très propice. On est rentré dans un mois très, très fort qui est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a offert. Quand Akadosh Baruch Hu, il a choisi, comme il dit le Medrash, Mishebachav et Yaakov Ubanav, Kava bo Rosh Chodesh Geoula. Il nous a offert ce mois de Nissan. On voudrait remercier notre cher Rav et Dayan, Rav David Banan, pour donner de son temps précieux pour la communauté, surtout cette année, que c'est assez compliqué, la veille de Pessah qui tombe Shabbat, et il y a beaucoup de halachot importantes. Alors, c'est un grand honneur et plaisir d'avoir parmi nous le Rav David Banan Shalita, Bechavod, Rav David Banan. Bon, on m'entend? Bien. Alors, Shabbat Tov à tous. Avant tout, Potrim Bekavod Arsania, je tiens à remercier la rabbinite Raskin et Rav Raskin pour ce travail extraordinaire pendant tout le temps et particulièrement pendant cette période difficile que le Ham Israël est en train de passer, de vivre et de nous permettre de diffuser comme ça la Torah, les halachot. Vraiment, c'est un travail merveilleux et de réunir comme ça toute la communauté. On a tous un point commun, c'est qu'on est tous unis par une même chose, c'est Torah Tenu Akedosha, notre sainte Torah, ça c'est notre point d'union de tout le peuple juif. Et donc, on va dédier ce shiur ce soir pour la refoua de Shelema, de Alexandra Esther Batluna Patricia et de Amalia Batrout, ainsi que Betor Kol Chole Amo Israël Bechol Makom Shehem, tous les malades du peuple juif et de l'humanité là où est-ce qu'ils se trouvent. Et je voudrais mentionner également que par le Srout, puisque nous sommes Rosh Chodesh Nissan déjà, et que c'est au mois de Nissan et particulièrement le 10 Nissan qui était cette année-là le Shabbat Agadol, c'est l'Aïloula de notre maître Rav Agaon Rav Agadol Sabbat de Mishpatim Morenu Verabenu Rav Rabbi Shalom Messas Zechuto Yagen Alenu. Alors que le Srout du Rav She'amal Kol Yamav Bahalacha, toute sa vie, il a donné sa vie pour la halacha, pour le peuple juif, alors que par son zéchout, de Bezrat Hashem, ça puisse amener la refoua à tous ceux qui ont besoin. Juste une petite hagdama, une petite introduction très rapide par rapport à ce shiur de ce soir, qui est tout à fait particulier puisque il me semble que la dernière fois qu'on a eu Pessah, la veille de Pessah qui était un Shabbat, c'est il y a 11 ans, c'est ce qui me semble. Et donc, on a besoin de rafraîchir un peu la mémoire et de savoir exactement comment est-ce qu'on devrait faire. C'est clair que ce shiur est basé sur les halachot selon les us et coutumes des Séfaradim, basé particulièrement sur les psakim de Maran Amhabé, c'est-à-dire Rabbi Yosef Karo, avec sûrement quelques nuances un petit peu qu'on ramènera, basé sur les psakim du Rav Ovadia Yosef, qui est le Posek Ador, et également sur nos rabbanim à nous marocains et autres. On va essayer un petit peu de couvrir tout ce qu'on pourra couvrir. Et on va commencer
il est rapporté dans le Shulchan Aruch Siman Taf Chaftet que Shloshim Yom Kodem Hag Dorshim Be'alachot Hag, que 30 jours avant la fête de Pessah, il faut déjà commencer à étudier les halachot de Pessah. Dans le Sefer Hasidim, il est dit que lorsque les rabbanim des villes, responsables des villes, étudient et révisent, même s'ils connaissent halachot Pessah, il faut toujours se recycler, il faut toujours réviser et apprendre et découvrir. Lorsque les rabbanim de la ville étudient les halachot de Pessah, c'est une ségoula, c'est-à-dire c'est un remède pour que personne de cette ville ne soit nirshal be masheu hametz be Pessah. Ça protégera toute la ville, qu'on ne fera aucune erreur par rapport à hametz be Pessah, hafilu masheu, même une infime petite quantité. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Également, c'est rapporté que le Shabbat qui précède Pessah, qui est appelé Shabbat Agadol, on avait l'habitude de faire ce qu'on appelle une dracha, de faire le rabbanim des Keilot font des drachot et expliquent toutes les halachot de Pessah, et aussi le côté moussar, c'est-à-dire le côté spirituel également de la fête. Cette année, étant donné que Shabbat Agadol, c'est vraiment Erev Pessah, la veille de Pessah, donc Makdimim et Adracha, on devance la dracha, le Shabbat d'avance, qui voudrait dire le Shabbat prochain, et Baruch Hashem, Rav Raskin, Zirizim Makdimim la mitzvot, comme c'est rapporté dans Masechet Sahim, ceux qui sont zélés essayent de devancer encore un peu plus, et on a commencé la semaine dernière avec le shiur de Yedidenu, Harav, Agaon, Rabbi Haïm, Ephraim, Chemizi, Shalita, et ce soir on continue avec les halachot de Erev Pesach chez Haliot Beshabbat, lorsque la veille de Pesach tombe un Shabbat. Alors on va essayer d'aller vraiment à la Seder, de suivre un ordre, et l'ordre un petit peu de la journée. Et qu'est-ce qu'il y a à faire exactement? Alors on va commencer la première étape, qui est le jeudi qui précède Pesach. Normalement, la veille de Pesach, le 14 Nissan, est appelé Ta'anit Bechorot. Les premiers-nés doivent jeûner. Et la plupart du temps, pour éviter ce jeûne, on participe à une Seudat Mitzvah Kegon, Seudat de Brit Mila, s'il y a une Brit Mila qui tombe ce jour-là, ou de Pidyon Aben, ou d'autres Seudot Mitzvah, ou bien un Siyum Masechet, lorsque quelqu'un complète un traité de Talmud, ou même d'après beaucoup d'avis diront même un traité ou une partie du Zohar, un livre de Zohar, ou même des fois, comme c'est rapporté dans le Yalkut Yosef, au nom du Rav Ovadia Yosef, même sur des Mishnayot, sur des Mishnayot qui n'ont pas de Gemara, à condition bien sûr de les étudier profondément et clairement, et on peut faire un Siyum Masechet, et cela va éviter le Ta'anit. Cette année, ce Ta'anit est devancé au jeudi. Puisqu'il est devancé au jeudi, il est un peu plus calme. Je veux dire un peu plus calme. Il y a deux avis dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, dans Siman Taf Ayin, c'est rapporté que Magdimim Leit'anot, on devance le Ta'anit à jeudi, Veyesh Omrim She'en Mit'anim Klal. Et certains avis disent, c'est le Shulchan Aruch qui le rapporte, que puisqu'il est devancé, Kevan Shenitha Nitha, puisqu'il a été devancé, qui n'est plus Basman, qui n'est plus en son temps, alors on n'est pas tenu de faire ce ta'anit du tout. Et en vérité, comme ça qu'on est possèque, selon la Dea Harona, c'est comme ça qu'est possèque Rav Ovadia Yosef dans les Shelot Utshuvot de Havedaat Siman Tzadik Aleph. Bon, on a quand même l'habitude de faire le ta'anit, et également on essaye de faire un siyum. Donc, on essaiera d'aller écouter un siyum à la synagogue physiquement. Cette année particulièrement, il y a encore beaucoup de limites dans les synagogues. Je parle pour Montréal. On ne peut pas être plus que 10 personnes. On doit faire des minyanim simultanés pour permettre à 10 personnes et pas plus. Et la question est, comment est-ce qu'on devrait faire cette année pour le siyum? Alors, ceux qui peuvent se rendre à la synagogue, Matov ou Manaim, tant mieux.
Ceux qui ne peuvent pas se rendre à la synagogue, on en a discuté avec le Rav Sabah Shalita, que cette année, exceptionnellement, si on ne peut pas se rendre à la synagogue, on peut suivre un Siyum en live par un Zoom. Bien, et je dis ça vraiment avec beaucoup de zéhérout, avec beaucoup de... Je fais très attention, car on a déjà parlé précédemment, soit pour Purim, on n'aurait pas été Yotse et des Chova, on ne s'est pas acquitté de la mitzvah de Kriyat HaMegillah à travers le Zoom. Je sais que le Rav Shlomo Amar a mentionné qu'on pourrait, mais il a donné ce shiur, il a donné cette autorisation uniquement pour la France, parce que le couvre-feu là-bas était à 6 heures, mais pas pour ailleurs. En tout cas, je ne reviendrai pas sur Purim. Je sais que certains rabbinim ont autorisé, la majorité des rabbinim ont interdit, dont le Rav Yitzhak Yosef, et encore d'autres, dont le Rishon LeZion, et encore beaucoup d'autres rabbinim. Mais ici, puisque participer à un siyum, on n'a pas besoin d'être yotse des chova, on n'a pas besoin de s'acquitter d'une tefila, et qu'on doit entendre directement du hazan. Ici, on participe. L'idée de participer à un siyum, c'est on s'associe à la simha, à la joie de celui qui est en train de faire le siyum. Et ça nous permet de participer à sa serouda et de participer à sa simha. Donc, on peut écouter le siyum à travers un Zoom et même prendre, si quelqu'un peut nous amener quelque chose de la serouda, tant mieux, ou nous-mêmes goûter quelque chose et on pourra s'acquitter cette année particulièrement, uniquement avec un siyum à travers un Zoom. Pourquoi? Parce que je précise bien du fait qu'il y a un avis dans le Shulchan Aruch qui dit qu'on ne devrait même pas jeûner, qu'on pourrait ne même pas jeûner. Donc, ceux qui veulent vraiment être couverts peuvent participer à un Zoom, un siyum à travers un Zoom. Ensuite, on fera Bedikat Hametz, la recherche du Hametz qu'on a l'habitude de faire. On la fera jeudi soir. Normalement, elle devrait se faire la veille de Pessah, qui est normalement la veille du 14, mais puisque cette année, ça tombe un vendredi soir, il est clair qu'on ne fait pas de Bedikat Hametz un vendredi soir, et on la fera le jeudi qui précédera, à partir de Tset HaKochavim, à partir de la tombée de la nuit, de la sortie des étoiles. Je rappelle rapidement que Bedikat Hametz n'est pas juste une procédure qu'on fait, comme un petit folklore qu'on fait, où on dépose 10 petits morceaux de pain, moins d'un kazaï, plus petit que 28 grammes, qu'on dépose dans la maison un peu partout, et qu'on fait attention de bien les envelopper pour ne pas que les miettes ne s'éparpillent. Selon une coutume très répandue au Maroc, beaucoup de familles associaient dans ces petits morceaux un petit morceau de foie grillé. Et il y a des raisons pourquoi. Certains disent c'est pour se rappeler du sacrifice, d'autres disent c'est pour se rappeler de Kaved Lev Paro, que le cœur de Paro s'était endurci. Hachamim m'explique qu'il s'était endurci comme le foie. Le mot Kaved en hébreu, ça veut dire s'alourdir, mais en hébreu, ça veut dire aussi le foie. Le foie est quelque chose qui n'absorbe pas. Donc le cœur de Paro s'était endurci comme le foie qui n'absorbe rien du tout. Donc, tout ce qu'il pouvait voir ne le touchait même pas, il restait imperméable et ça ne le touchait même pas, ni les macotes, ni quoi que ce soit. Il s'endurcissait de plus en plus. Donc, c'est pour ça que certains ont la coutume de mettre des petits morceaux de foie avec les petits morceaux de pain et les déposer un peu partout dans la maison. Il faut prendre une bougie, faire la beracha al Biur Hametz et ensuite commencer la bédika. En passant, on ramasse les 10 petits morceaux de pain qu'on a déposés. Et on doit en même temps vérifier si toute la maison est propre et s'il ne reste plus de résidus de Hametz nulle part. Ramasser les morceaux, on les ramasse en passant. Ça veut dire que le ikat de la Bedikat Hametz, le principal de Bedikat Hametz, c'est vraiment vérifier partout dans la maison, dans tous les coins et recoins, et s'assurer qu'il n'y a plus de Hametz. Une fois qu'on a ramassé en même temps les morceaux ou autre chose qu'on a trouvé, on va les garder minutieusement et les mettre quelque part en sécurité pour qu'on puisse les brûler le lendemain matin, c'est-à-dire cette année vendredi à 11h43. Pas plus tard que 11h43. Bien que cette année, il est permis de consommer du Hametz le vendredi à la journée longue, ce qui normalement n'est pas permis la veille de Pessah. Mais bien que cette année, on peut encore consommer du Hametz,
mais pour ne pas faire de différence entre les autres années, pour ne pas qu'on se trompe pour les autres années, donc on brûlera le Hametz avant 11h43. Si quelqu'un, et on ne dira pas, Kal Hamira va Hamia Dika Birshuti, la formule qu'on dit, tout le vin qui est en ma possession, que j'ai vu, que je n'ai pas vu, que j'ai annulé, que je n'ai pas annulé, etc., qu'elle soit nulle et inexistante, qu'Afra Dara, comme la poussière de la terre. On ne dira pas parce qu'on dira cette formule Shabbat matin. On reviendra là-dessus. Si quelqu'un a omis de brûler le Hametz, alors il a encore toute la journée pour le faire, toute la journée du vendredi, pour brûler son Hametz, bien sûr, avant Kabbalat Shabbat, avant l'entrée du Shabbat. Donc ça, c'est un petit peu pour la veille de Pessah pour le vendredi. Maintenant, étant donné qu'il y a une obligation Shabbat de manger 3 séodot, de faire 3 repas, et on va voir exactement, c'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est-à-dire les shayeh kedei shiur shte séodot. On doit garder du pain pour pouvoir faire 2 repas, le repas du vendredi soir et le repas de Shabbat dans la matinée, et on va arriver exactement. Alors, je voudrais qu'on passe ensemble et que nous voyions quelles sont les possibilités cette année, les 3 possibilités, les 3 options que nous avons pour ce Shabbat et pour les repas de Shabbat, pour les séodot de Shabbat. Alors, je vais commencer par les familles qui ont décidé, et la vérité, c'est le mieux à faire, ce n'est pas le plus pratique, mais c'est le mieux à faire d'après la halakha, de manger du pain vendredi soir, du hametz vendredi soir, de manger du hametz Shabbat matin avant l'heure, bien sûr, cette année, avant 10h26, on va expliquer, et de manger du hametz gamour, c'est-à-dire de manger du pain complètement. Ce hametz, bien sûr, il faut faire attention de ne garder que ce dont nous avons besoin pour les séodot. Maintenant, il est clair qu'il est préférable de tout cuisiner pour Shabbat dans le kasher les Pessah, même pour le vendredi soir. De tout cuisiner et de garder vraiment, de tout mettre de côté, toute la vaisselle, etc., tout ce qu'on a mis de côté, tout le hametz qu'on a mis de côté. On procède également à la vente de hametz, mais ça c'est les rabbanim qui s'en occupent, à la vente de hametz, mais bien sûr, il faut faire très attention de ne pas oublier de signer votre procuration. Et juste une petite parenthèse, puisqu'on parle de la vente du hametz, selon la halakha, on peut vendre du hametz gamour, c'est-à-dire on peut vendre du hametz complètement hametz, et bien le vendre, à condition bien sûr de le mettre dans un endroit sécurisé où on ne peut pas avoir accès pendant la fête de Pessah. Rav Ovadia Yosef conseille et dit qu'il est préférable de ne pas vendre du hametz gamour et d'essayer quelques jours avant Pessah de s'organiser, de ne pas trop stocker du hametz. Comme ça, la veille de Pessah, il ne restera pas du hametz gamour à vendre. Ce qu'on vendra, c'est des choses uniquement de safek ou pas plus que ça. Maintenant, il faut bien faire attention qu'en vérité, la vaisselle n'a pas besoin d'être vendue. Et au contraire, si on vend la vaisselle hametz, il y a un problème après Pessah, même si le goy n'a pas pris cette vaisselle, mais le fait que ça lui a appartenu, il faut refaire Tevilat Kelim ensuite sans beracha. Ça veut dire qu'il faut tout ramener encore au mikvé juste après Pessah. C'est pour ça que quand on fait la vente du hametz, et les rabbanim qui font la vente du hametz font très attention de dire qu'ils ne vendent pas la vaisselle, mais ils vendent le hametz qui pourrait y être incrusté. S'il reste un peu de hametz incrusté dans cette vaisselle, c'est ça qui est vendu, mais pas la vaisselle elle-même. Sinon, on tomberait dans le problème de faire Tevilat Kelim. Une fois qu'on s'est assuré, bien sûr, d'un autre côté, ceux qui ne peuvent pas, et c'est compliqué, c'est difficile de se débarrasser de tout le hametz qu'on a, et qu'on ne peut pas le sortir de la maison, alors dans ce cas-là, on peut les laisser dans des endroits sécurisés, fermés, en écrivant bien hametz dessus, ou fermé à clé, etc., et s'assurer de ne pas avoir accès pendant Pessah, et ça va être inclus dans la vente du hametz. À l'époque,
Je me rappelle qu'au Maroc, Rabbi Shalom Messas, Alav Shalom, organisait la vente du Hametz lui-même. Et il y avait dans une synagogue à Ema Banim, c'était un grand endroit où il y avait aussi plusieurs chambres, et beaucoup de personnes amenaient leur Hametz là-bas. Ils avaient des sacs de farine, ils avaient des bouteilles de whisky, des choses comme ça. Du Hametz Gamour, ils l'amenaient là-bas, ils le déposaient, et ils vendaient tout au Rav. C'est-à-dire, ils donnaient la procuration au Rav qui lui faisait la vente du Hametz. Mais après, le Rav s'est rendu compte que beaucoup de personnes faisaient mal la vente parce qu'ils ne voulaient pas se déranger à déplacer leur Hametz. Alors, il s'arrangeait à le déposer chez un épicier, par exemple, chez le goy qui était à côté, chez un voisin. Il ne faisait pas la vente kadin veka halacha. Donc, il a opté pour faire la vente du Hametz. Il a encouragé tout le monde à garder le Hametz à la maison, comme on a dit, bien l'enfermer quelque part et faire la vente en bonne et due forme. Donc, chacun fera comme ça l'arrangera, comme c'est le plus pratique pour lui pour faire la vente du Hametz, mais toutes les options qu'on vient de dire sont bonnes, à condition de s'assurer de donner une procuration à son Rav pour qu'il procède à la vente du Hametz. Donc, revenons pour les personnes qui ont l'intention de garder du pain et manger du pain à la séouda du vendredi soir et la séouda du Shabbat matin. Alors, on cuisine tout dans le kasher les Pessah. Et il faudra, en revenant de la synagogue vendredi soir, avoir dans un sac fermé, on conseille, plutôt que d'utiliser des halotes qui peuvent faire des miettes, d'utiliser par exemple des pitotes, puisque les pitotes ne font pas de miettes. Garder la quantité juste nécessaire pour les membres de la famille qui vont manger du pain, les garder dans un sachet fermé, de préférence si on peut avoir 2 tables dans la salle à manger, donc la table où le repas de Shabbat sera dressé avec tout kasher le Pessah, et de côté, sur une autre petite table de côté, faire le kiddush, faire hamotzi sur le pain, sur les pitotes, s'assurer de manger un kabetza de pain, c'est-à-dire au moins 52 grammes de pain, de pita ou de pain. Ensuite, bien aller se laver les mains, bien se secouer, faire attention de ne pas se secouer sur un tapis non plus. Et vite refermer ce sachet et ensuite se déplacer à l'autre table où on fera le repas de vendredi soir, sans pain cette fois-ci, puisqu'on aura mangé déjà la quantité. Si cette table, on mangera bien sûr tout kasher le Pessah. Si cette table est dans la même salle, dans la salle à manger, les 2 tables, l'une où on a mangé le pain et l'autre où on aura fait le repas, alors on peut rester assis là où on a fait le repas, faire Birkat Amazon. Si on a mangé le pain dans une autre chambre, dans un couloir ou une autre chambre qui n'est pas la même que la salle à manger, alors on devra revenir à la table où on a fait Hamotzi pour pouvoir faire Birkat Amazon. Ça, c'est pour le vendredi soir. Pour le Shabbat matin, étant donné qu'on doit manger cette année le Hametz pas plus tard que 10h26, alors il faudra s'assurer d'aller faire la prière très tôt le matin, Shabbat matin, pour pouvoir revenir à l'heure et avoir le temps de faire la première séouda de Shabbat et de la faire avec du pain, comme on a expliqué, exactement le même procédé qu'on a expliqué pour le vendredi soir. Donc, on fera pareil. Et on s'arrangera qu'avant 10h26, on terminera le repas. S'il nous reste quelques pirouré lehem, s'il nous reste quelques miettes de pain, alors il faudra les rendre, c'est-à-dire il faudra les rendre plus petits qu'un kazaït, plus petits que 28 grammes. On mettra tout on enveloppera tout ça dans un papier ou peu importe, et on pourra jeter aux toilettes. Je comprends que ça paraît un peu drôle de jeter du pain aux toilettes, mais cette année, on n'a pas le choix. C'est le seul moyen de se débarrasser juste avant le temps du Hametz qui risque de rester. Et ensuite, avant 11h42 cette année, on prononcera la formule Kal Hamira Vahami'a de Kavishute de Hazite de la Hazite, etc., comme il y a sur vos Haggadot. Certains, comme c'est rapporté dans les anciennes Haggadot, il y a un certain Yiratzon qu'on lit. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de lire ce Yiratzon après Kal Hamira,
il pourra lire ce Iratson Shabbat matin. Après avoir dit Kal Hamira, et ça, on doit le dire avant 11h42. Maintenant, on se trouve devant un problème, puisqu'il nous manque encore une Séouda, qui est la Séouda chez les Chiites. Alors, pour la Séouda chez les Chiites, Maran rapporte clairement, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté clairement, qu'il fera Séouda chez les Chiites avec Miné Perot, avec des fruits, puisque on ne peut pas manger du pain, on ne peut pas manger de la matzah, et je vais revenir là-dessus. Donc, la seule chose qui nous reste, c'est manger Dvarim chez Melaftim Bahem et Tapat. On peut manger du poisson, on peut manger de la viande, on peut manger tout ce qu'on voudra, mais on ne pourra pas manger ni du pain, ni de la matzah. D'après le Hida, il dit qu'il est préférable de manger, si on mange des fruits, de manger des fruits qui sont cuits. Parce que ça fait un peu comme un repas, l'Ichvod, Seuda Shlishit, en l'honneur de Seuda Shlishit. D'un autre côté, certains sont très minutieux et veulent quand même faire Seuda Shlishit en faisant Hamotzi. Et là, nous allons voir quelles sont les options. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que Al-Pi Halacha, le mieux, c'est de garder et de manger du pain le vendredi soir et le Shabbat matin tôt. D'un autre côté, c'est difficile et pas tout le monde ne peut se permettre, et ils ont peur, il y a des jeunes enfants à la maison et ce n'est pas toujours contrôlable. Ils ne veulent pas avoir du pain qui traîne à la maison. On reviendra sur cette possibilité-là. Dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté qu'on peut faire Seuda Shlishit avec de la matzah ashira. Qu'est-ce qu'on appelle matzah ashira? C'est-à-dire de la matzah aux œufs. C'est de la matzah qui est faite avec, on appelle ici egg matzah, mais c'est de la matzah qui est faite avec du jus de fruits, soit avec des œufs, soit avec des jus de fruits. Et cette matzah-là s'appelle matzah ashira, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Maintenant, la matzah ashira, en fait, n'a pas le din comme du pain, et on fait la beracha dessus mezonot, boremine mezonot. Donc, pour ceux qui consomment, pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème de consommer de la matzah ashira. Le seul point d'interrogation, c'est que pour les personnes qui sont mahmirim, qui sont strictes, de ne manger que de la matzah shmura pendant toute la fête de Pessah, et déjà même depuis la veille de Pessah, ne pourront pas consommer de la matzah ashira parce qu'elle n'est pas faite avec de la farine qui est shmura. Donc pour eux, l'option de matzah ashira pour Seuda Shlishit n'est pas une option. Pour tous ceux qui consomment, par exemple, pour la matzat mitzvah pour les sédarim, ils vont consommer de la matzah shmura, mais pour le reste de la fête, ils consomment de la matzah qui n'est pas shmura. Donc pour eux, la solution de faire Seuda Shlishit avec matzah ashira, c'est la meilleure des solutions. Et il faudra faire attention de terminer la Seuda Shlishit, de la finir avant 4 heures, à peu près 4 heures d'après-midi Shabbat, ce qu'on appelle Shara Asirit, pour qu'on puisse manger le soir, Bété Avon, manger le soir avec appétit la matzah et tout ce qu'on va manger dans la soirée du Seder. Les Ashkenazim, eux, comme il dit le Lama, ils ne consomment pas de la matzah ashira. Elle est utilisée seulement pour les personnes malades, pour les personnes âgées, peut-être pour les très jeunes enfants. Donc, en fait, pour eux, la question ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas l'option de matzah ashira. Alors, je reprends. Ceux qui vont manger du pain le vendredi soir et le Shabbat dans la matinée avant 10h26 et qui ne sont pas stricts sur manger que de la matzah shmura pendant toute la fête, pourront faire Seuda Shlishit avec de la matzah ashira en faisant la beracha bore mine mezonot et ensuite à la mihya, bien sûr, et en faisant attention de ne pas manger plus que la quantité pour ne pas être obligé de faire Birkat Hamazon, mais je vais revenir là-dessus. Ça, c'est une option. Je reviens sur le vendredi. Il y a une coutume qui est rapportée. Le vendredi,
matin, ou plutôt la veille de Pessah, lorsque ça tombe un jour de semaine, à Shahrit, on ne dira pas après Baruch She'amar Mizmor Letoda. On dira Baruch She'amar et on va sauter directement Yehi Chevot sans dire Mizmor Letoda et ainsi tous les jours de Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que Mizmor Letoda, on le dit en souvenir du sacrifice Toda, un korban qu'on faisait en remerciement à Kadosh Baruch Hu. C'était un sacrifice personnel. Si quelqu'un sentait qu'Hachem lui avait fait un nes, lui avait fait un chesed, une bonté, alors il apportait ce sacrifice. Et avec ce sacrifice, on apportait également, on offrait 2 pains. Étant donné qu'il y avait du pain, alors on ne faisait pas ce sacrifice la veille de Pessah pour éviter d'amener au Beth Amikdash 2 pains. Alors la veille de Pessah, il n'y avait pas ce korban Toda. C'est la raison pour laquelle la veille de Pessah, on ne lira pas le Mizmor Letoda, bien que dans le Yalkut Yosef, ils disent qu'on ne fera pas de différence et on devrait lire la veille de Pessah, Mizmor Letoda quand même. Le minhag des Marocains, c'est de ne pas lire Mizmor Letoda, ni la veille de Pessah, ni pendant tout le Chol HaMoed. Cette année, la question ne se pose pas, puisque la veille de Pessah est un Shabbat, et que Shabbat, on ne dit pas le Mizmor Letoda après Baruch She'amar, on fait directement Mizmor Shalom HaShabbat. Donc, vendredi matin, dans la Tfila, on dira Mizmor Letoda comme d'habitude. Je reviens sur une autre option. L'option qui est rapportée dans le Yehaveda'at toujours, dans le Siman Tzadik Aleph, le Helek Aleph, dans les psakim du Rav Ovadia Yosef, où il donne une possibilité pour les personnes qui ne veulent pas avoir affaire avec du Hametz. Ils préfèrent vendredi enlever tout le Hametz complètement et ne pas laisser les pains ni pour vendredi soir, ni pour Shabbat matin très tôt, parce qu'ils ont peur. Et soit parce que, comme on a expliqué tout à l'heure, il y a des jeunes enfants, soit parce que c'est très difficile, ils ne veulent pas rentrer dans tout ce problème. Alors, d'après la halakha, il n'y a pas de problème de consommer de la matzah le vendredi soir. Et je vais m'expliquer. C'est écrit dans Shulchan Aruch que la veille de Pessah, qui est le 14 Nissan, en l'occurrence cette année le Shabbat, on ne mange pas de matzah. On ne doit pas manger la matzah depuis le lever du jour. Pourquoi on ne mange pas la matzah? Bon, Hachamim m'ont donné un très bel exemple. Ils ont dit c'est comme Boel, Kalato, Etzel Hamiv, Arusato, Etzel Hamiv. C'est comme si quelqu'un consomme le mariage avant d'avoir récité les Sheva Berachot. Si vous faites bien attention, avant de consommer la matzah le premier soir de Pessah, il y a 7 Berachot, en incluant la bracha du Kiddush, toutes les brachot qu'on fait, jusqu'à Motzi, à l'Achilat Matzah. Si on compte ces berachot-là, il y en a 7. Et on compare la matzah et manger la matzah avec tellement d'appétit et tellement d'envie de manger cette matzah, de la même manière qu'un hatan est anxieux et il attend son mariage, de consommer son mariage, mais après les Sheva Berachot. Et c'est comme ça qu'on fait par rapport à la matzah. Donc, dans le Shulchan Aruch, il est rapporté qu'on ne consommera pas de matzah, on ne doit pas consommer la matzah la veille de Pessah. Il y a 2 autres coutumes qui sont celles de certaines personnes qui ne consomment pas de matzah depuis 30 jours avant Pessah. C'est-à-dire depuis Purim, depuis le 14 Adar, ils ne consomment pas de matzah parce qu'ils veulent garder cet appétit de la matzah, cette envie de la matzah, ils veulent le garder jusqu'à la veille de Pessah, jusqu'au premier soir de Pessah, qui est une mitzvah assez de Horaïta, de manger de la matzah. Et comme ça, c'est rapporté dans le Sefer Mekor Hayim, dans Perek Kuf Pezayin, que Saïf Yudzayin, qu'on ne mangera pas de matzah pendant tous les Shloshim Yom, 30 jours avant Pessah. Il y a un autre avis qui est rapporté et qui dit que certains ont l'habitude de ne pas manger de la matzah à partir de Rosh Chodesh Nissan. Et ça, c'est rapporté dans le Mishnah Berura,
dans Siman Taf Ain Aleph, Saïf Katan Yudbet, où il dit que certains ont la coutume de ne pas manger de la matzah à partir de Rosh Chodesh Nissan. Selon la halakha, c'est seulement la veille de Pessah qu'on ne peut pas manger de la matzah. Le reste, ce sont des coutumes, et beaucoup de personnes gardent cette coutume. Maintenant, ça dépendra de la coutume de chacun. Maintenant, pour ceux qui ne gardent pas cette coutume, de ne pas manger de la matzah depuis Purim, 30 jours avant Pessah, ou alors depuis le Chodesh Nissan, mais ils vont se suffire à ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, de ne pas consommer la matzah uniquement la veille de Pessah. Cette interdiction est en vigueur seulement la journée de la veille de Pessah, c'est-à-dire cette année, le Shabbat. Mais vendredi soir, il est permis de consommer de la matzah, sans aucun problème. Donc, ceux qui ne veulent pas du tout avoir ce problème de gérer du hametz à la maison, comme ça la veille de Pessah, peuvent manger vendredi soir tout kasher le Pessah et manger avec de la matzah, sans problème. Ils feront hamotzi sur la matzah. Ils feront un motzi sur de la matzah, comme s'ils mangeaient du pain, sans aucun problème. Donc, le problème du vendredi soir est réglé. Maintenant, il y a un autre problème pour Shabbat matin. Shabbat matin, étant donné que la consommation de la matzah est interdite maintenant, alors quel est l'autre... Excusez-moi, Donc, quelle est l'autre solution pour Shabbat matin? Le Rav Ovadia Yosef a donné une solution très intéressante, toujours dans Yehaveda, chez le Tutshuvot Yehaveda, c'est rapporté dans le Yalkut Yosef aussi, dans Moadim, où son fils, le Rishon Letzion, le Gaon, Rav Yitzhak Yosef aussi, il dit qu'on peut prendre de la matzah et lui changer le statut de matzah. Comment est-ce qu'on pourrait changer le statut de matzah? C'est soit en la faisant frire, soit en la faisant bouillir. Alors, comment est-ce qu'on fait frire? On peut prendre, par exemple, dans une poêle ou quoi que ce soit, on parle bien sûr avant Shabbat, et on fait frire la matzah, soit avec de l'huile, soit si on badigeonne un peu avec un peu d'œuf dessus. Et dans ce cas-là, on a changé complètement le statut de matzah. Et dans ce cas-là, on pourra manger Shabbat dans la journée, faire la première Seuda Rishona et Seuda Shelishit, avec matzah metugenet, ce qu'on appelle, avec de la matzah qui a été frite parce qu'on lui a changé le statut. Étant donné que cette matzah, on ne peut plus s'acquitter avec le soir, de son obligation de manger de la matzah le premier soir de Pessah et le deuxième soir, donc elle a perdu son statut de matzah, elle reste kasher le Pessah, mais elle n'a plus le statut de matzah pour s'acquitter de son obligation le premier soir de Pessah et le deuxième soir. Dans ce cas-là, on pourra manger et faire son repas, sa première sérouda avec de la matzah qui a été frite ou de la matzah qui a été bouillie. Lui, il conseille, quand on fait, par exemple, bouillir une soupe, alors une fois que la soupe est en ébullition, un bouillon par exemple, on l'enlève du feu et tant que c'est encore chaud, on trempe là-dedans la matzah et elle devient bouillie, elle a le statut de bouillie et dans ce cas-là, ça a perdu son statut de matzah, pas de hametz, parce que ça reste toujours dans la matzah kasher le Pessah, mais plus son statut de matzah qu'on pourra consommer le premier soir de Pessah. Et dans ce cas-là, on n'a plus besoin d'aller faire shahrit à 6 heures du matin. On peut aller faire shahrit à l'heure normale et venir normalement à la maison après le zman d'interdiction de consommer, parce qu'il n'y aura pas d'interdiction de consommer du hametz, parce que ce n'est pas du hametz, c'est de la matzah. Kshera, pas kshera pour être yotse de son obligation de manger de la matzah le soir, mais kasher la Pessah. Donc voilà une solution, une autre solution pour éviter de gérer le problème de hametz à la maison la veille de Pessah. Il y a une troisième solution. La troisième solution, c'est de consommer de la matzah ashira, et je vais m'expliquer. Il y a un din dans Shulchan Aruch qu'on appelle pataba bekisnin, ce qu'on appelle du mésonote, des petits pains mésonotes. Les petits pains mésonotes, c'est par exemple, ce sont des petits pains qui sont faits, ce sont des pains qui sont faits avec du jus de fruits. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. D'après Maran, qu'est-ce qu'on appelle un pain mésonote? Il faut que lorsqu'on goûte, on goûte vraiment que c'est doux
et qui a le jus de fruits, on ressent vraiment, d'après Maran, c'est ce qu'on appellera un pain mezonot. Maintenant, si quelqu'un veut, donc la beracha, c'est boré miné mezonot. Mais si quelqu'un veut être kovea seuda, c'est-à-dire de faire une seuda avec ses petits pains ou avec ses pains mezonot, dans ce cas-là, il faudra qu'il mange une grande quantité, au moins 240 grammes, pour pouvoir ce qu'on appelle être kovea seuda avec des mezonot. Donc la question va se poser. Cette année, pour les personnes qui consomment de la matzah ashira, c'est-à-dire egg matzah, ils pourront eux aussi éliminer complètement leur hametz et ne pas garder 2 pains ou 2 pitotes ou quoi que ce soit du hametz pour le repas de vendredi soir et pour le repas du Shabbat matin. Ils pourront faire leur repas avec de la matzah ashira. Pour ceux qui ont la coutume, plutôt ceux qui n'ont pas la coutume d'arrêter de manger de la matzah, soit à Purim, soit à Rosh Chodesh Nissan, mais qui se limitent seulement à ne pas manger de la matzah Erev Pessah, vendredi soir pourront faire leur repas avec de la matzah régulière. Shabbat matin, ils n'ont pas besoin non plus de prier tellement tôt, puisque la matzah ashira et les kasher, les Pessah, ils peuvent aller prier à l'heure normale, tout en n'oubliant pas, ou alors du fait qu'eux n'ont pas gardé du hametz, eux, ils devront, au moment où ils vont dire, ils vont brûler le hametz le vendredi matin, après avoir brûlé le hametz, ils diront, etc. Ils pourront encore le redire Shabbat matin. Mais eux ne sont pas tenus de faire la Seudat Shabbat, de la faire tellement tôt. Ils peuvent la faire normalement en revenant de la synagogue, peuvent aller prier Karagil, s'il y a des minyanim, j'imagine, et revenir à la maison à 11h ou midi et faire leur Seudat de Shabbat normal avec la Matzah Ashira et faire dessus Hamotzi Lechem Netilat Tzadayim avec la Beracha et faire dessus Hamotzi Lechem Min Haaretz. Maintenant, la question est-ce qu'on est obligé de manger 240 grammes de matzah, ashira, pour pouvoir faire hamotzi et pouvoir faire birkat Amazon? Et là, il y a une discussion dans la halakha. Il y a toute une sheila, et cette sheila est rapportée dans plusieurs endroits, particulièrement dans le sefer du Rav Michael Pérez, qui est un Rav du Mexique, très intéressant. Et il débat cela. Également, c'est débattu dans les Shelot Utshuvot de Shemo Yosef, de Rabbi Yosef Ben Walid, dans le Siman Kouf Lamed Vav, et je vais m'expliquer. D'abord, se situer, Rabbi Yosef Ben Walid était un Chacham du Tétouan, qui était le fils du grand tzaddik, du Gaon Agadol, Rabbi Tzhak Ben Walid, qui a vécu il y a 2 siècles, qui était un contemporain, qui était un peu plus âgé, mais qui était un contemporain de Rabbi Yaakov Abu Hatzera Zechutei Hagen Alem. D'ailleurs, on voit qu'il y avait des correspondances entre eux. Rabbi Yaakov était plus jeune, et il faut voir les shvachim et les titres de Rabbi Yaakov Abu Hatzera lorsqu'il écrit à Rabbi Tzhak Ben Walid des lignes et des lignes entières de titres et d'introductions juste avant de lui écrire. Donc, son fils, Rabbi Yosef Ben Walid, il a aussi écrit un livre de responsa qui s'appelle Shemo Yosef. Et là-bas, il dit Vechen ani noheg. Et c'est ainsi que moi, je fais. Et il ramène ça aussi au nom de son père, Rabbi Tzhak Ben Walid, qu'il mange Veraoui la'asot ken, de manger. Et c'est ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir à gérer du hametz la veille de Pessah à la maison, comme cette année. Je fais mes séoudot, mes 2 séoudot. Il précise, comme il dit Maran, mes 2 séoudot avec matzah ashira. Quels sont ces 2 séoudot? Le vendredi soir, donc ça a l'air que Rabbi Yosef Ben Walid, il était makpid de ne pas manger de la matzah, soit depuis Rosh Chodesh Nissan, soit depuis peut-être Purim. En tout cas, il ne précise pas de manger de la matzah régulière le vendredi soir, et il dit qu'il fait les séoudot ra'ou la'asot, la séouda de vendredi soir et la séouda de Shabbat matin, avec matzah ashira. Et la question est que normalement, pour pouvoir faire une séouda avec du mezonot, il faudrait manger au moins 240 grammes.
Il y a un psak intéressant de Rabbi Shalom Messas et d'autres poskim également qui disent que normalement, on devrait manger cette quantité de matzah, ashira, au moins 240 grammes pour être kové à Seuda. Mais cette année particulièrement, étant donné qu'on ne peut pas manger du pain, étant donné qu'on ne peut pas manger de la matzah, le Shabbat, notre seule solution pour ceux qui mangent de la matzah ashira, c'est de manger de la matzah ashira. Donc le Shabbat en lui-même est kové à Seuda, on n'aura pas besoin de manger 240 grammes. Il ça suffit de manger au moins 2 matzot, une matzah et demie ou un peu plus, et avec ce qu'on va manger, ce qu'on va associer dans le repas, ça va suffire pour être kové à Seuda et pour manger moins même de 240 grammes. On n'est pas obligé de s'obliger à manger 240 grammes et ça suffira pour faire Netilat Yadayim, Hamotzi et Birkat Hamazon. On conseille de manger au moins une matzah, ashira et demi ou 2 pour éviter des problèmes et ça va s'associer avec ce qu'on a mangé, avec le reste du repas. Donc, vendredi soir, soit on fait sur de la matzah ashira, soit on fait sur de la matzah régulière. Et Shabbat matin, on fera le repas sur la matzah ashira. Et dans ce cas-là, on n'est pas tenu, comme j'ai expliqué, d'aller faire shahri très tôt. On peut faire shahri normalement et venir manger la seuda de Shabbat normalement avant midi ou peu importe. Maintenant, il nous reste à gérer le problème de seuda chez les chiites. Pour seuda chez les chiites, quelque chose de très intéressant. C'est comme c'est rapporté dans la Gemara, je ne vais pas rentrer dans toute la Sugia, dans ma Sechet Shabbat, dans Kuflutet, comme c'est rapporté dans le Rahayim, de plusieurs endroits, toute cette Sugia intéressante, dans Shabbat, dans Kuflutet, où on rapporte la grandeur et l'importance de faire les 3 Seudot, comme il dit Maran, le Shulchan Aruch, de faire 3 Seudot, Shabbat le vendredi soir, Shabbat midi et Seuda chez les chiites avec du pain. Donc cette année où il n'est pas possible de faire avec du pain, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour ceux qui vont manger de la matzah ashira, il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire le premier repas du vendredi soir, soit avec de la matzah régulière, soit de la matzah ashira. Le repas de midi avec de la matzah ashira. Et encore Seuda chez les chiites, faire avec de la matzah ashira en s'assurant de ne pas faire la seuda chez les chiites plus tard que, cette année, je vous dis exactement l'heure, plus tard que 4h08. Donc, pas plus tard que 4h08 pour garder le thé avon, pour garder l'appétit, pour pouvoir manger le soir avec appétit la matzah. Il y a quelque chose de très intéressant qui a été rapporté. Dans des circonstances comme ce Shabbat, pour ceux qui tiennent à tout prix à faire Seuda chez les chiites avec du pain. Du pain, c'est impossible, on va dire avec hamotzi. De faire hamotzi et Birkat Hamazon. Maran dit clairement, dans Shulchan Aruch, que normalement, Seuda chez les chiites doit se faire avec du pain. Pour celui pour qui c'est difficile, alors il pourra se suffire de faire Seuda chez les chiites, même avec des maisonnotes. Et pour qui c'est encore difficile, il pourra faire Seuda chez les chiites avec des fruits. Et on ramène même un autre avis du Harizal HaKadosh qui dit qu'on peut même faire Seuda chez les chiites avec des divrei Torah. C'est rapporté, c'est la source d'un Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai qui disait que lui, il s'acquittait de Seuda chez les chiites en étudiant. On va laisser ça de côté pour l'instant et on va voir les options de Seuda chez les chiites pour ceux qui tiennent absolument à faire Seuda chez les chiites avec Hamotzi et Birkat Hamazon. C'est rapporté dans le Baal Halachot Gedolot, dans Halachot Shabbat Perek Tet Zayin, il a écrit que pour pouvoir faire la mitzvah de Seuda chez les chiites, soit comme cette année, où cette année c'est impossible de manger ni de la matzah ni du hametz à Shabbat, alors comment est-ce qu'on fait? Ou alors même les Shabbatot de l'année où les journées sont très courtes.
Alors, le Baal Halachot Gedolot, lui, il a donné une solution. Et il dit, on fait Hamotzi dans la première Seouda. On va dire le matin, après la Tfilat Shahrit. On fait Hamotzi. Et on mange. On commence à manger sa Seouda. On mange une quantité de pain. On fait Birkat Hamazon. On se lève un peu de table. On va faire un petit tour. Et on revient et on refait encore Hamotzi et encore Birkat Hamazon. Et avec ça, on se sera acquitté de 2 Seoudot. Donc, cette Seouda pourra nous servir et pour Seouda Shemia et pour Seouda Shilishit, la première et la deuxième Seouda. Le Rosh n'est pas d'accord. Le Rosh, il rapporte clairement, et c'est rapporté comme ça également dans le Beit Yosef et dans le Shulchan Aruch, que dans quel cas on pourrait faire ça? Uniquement dans le cas où on a commencé la Seouda de Shabbat, par exemple à 11 heures, et qu'on a traîné dans la Seouda, et c'est déjà 1 heure, ou c'est déjà après Hatzot, après midi et demi, maintenant Hatzot ça va être un peu plus tard. Une fois que Hatzot est arrivé, là on peut faire Birkat Hamazon, se lever un petit peu, faire un petit hefsek, refaire Hamotzi, continuer le repas et refaire un autre Birkat Hamazon, et avec ça on se sera acquitté de Seouda chez l'Égypte. Donc, comme ça, il rapporte. Maintenant, sur ceux qui sont makshim, il y en a qui posent la she'ela, qui posent la kushia. Mais comment ça se fait? Ça rentre dans une she'ela de bracha she'ena tzericha. Qu'est-ce que c'est bracha she'ena tzericha? C'est de causer des brachot qu'on n'a pas besoin. On aurait plutôt finir avec un seul birkat Hamazon. Bon, certains poskim vont dire que les tzorech mitzvah, il n'y a pas de problème de bracha she'ena tzericha. Et comme ça, c'est rapporté dans, ça c'est la kushia à Tosfot dans Shabbat Kuf Yudchet. Et en fin de compte, on considérera, comme c'est rapporté dans le Aruch HaShulchan, que puisque c'est les Tzorech Mitzvah, ça ne s'appelle pas Bracha She'ena Tzericha. Donc c'est clair qu'on ne peut pas faire comme le Baal Halachot Gedolot qui dit que le matin, on peut partager sa Seouda en 2, même avant Hatzot, et ça va être considéré comme Seouda Shilishit. On va comme ce que dit le Rosh, que si on a dépassé, alors dans ce cas-là, on pourra faire Seouda Shilishit comme ça après Hatzot. En vérité, le Ritba dans Maseret Shabbat, dans Siman Kuf Yud Het, il rapporte là-bas dans son Dibur HaMatri, ou c'est plutôt dans Kuf Yud Zayin, pardon, il dit que Seouda Shilishit ne peut se faire qu'après Minha. Et si on a fait une Seouda avant Minha, comme ce que le Rosh nous conseille de faire, ça ne sera pas considéré comme Seouda Shilishit. Alors, pour ceux qui tiennent absolument à faire Hamotzi, ils n'auront pas le choix, soit de couper leur Seouda comme le Rosh et d'attendre après Hatzot et de faire la deuxième Seouda, c'est-à-dire de couper leur Seouda, faire Birkat Hamazon, après Hatzot, refaire Hamotzi en faisant un hefsek, refaire Birkat Hamazon, même si c'est avant Minha, ce ne sera pas comme le Ritva, mais au moins ils auront fait d'après le Rosh Seouda Shilishit. Et en vérité, et comme ça il rapporte le Rav Ovadia Yosef, qu'on devrait se suffire à ce qu'il dit Maran. Maran, il nous dit clairement que ça suffit de faire Seouda Shilishit avec, puisqu'on n'a pas le choix, avec des maisonnotes pour ceux qui mangent Matzah Ashira, ou alors même avec des fruits, et certains diront, comme c'est rapporté dans le Dvar Moshe, au nom du Hida, de manger des fruits qui sont mevushalim, qui sont cuits, parce que c'est un peu plus hachouv. C'est rapporté également que pour pouvoir être yotse de cette Seouda Shilishit, si on fait avec les fruits, ce serait bien de manger des fruits chez Nishtabha Bahem Eretz Israël, comme par exemple des raisins, des figues, en s'assurant que les figues sont cachées à l'épaisseur, bien sûr, parce qu'en général, les figues, on les fait sécher dans des fours avec de la farine, ou n'importe quel autre fruit chez Nishtabha Bahem Eretz Israël, sur laquelle on ferait Bracha Me'en Shalosh à la fin,
soit on dira à la aise, etc. Avec ça, on se sera acquitté de Seuda Shilishit. Donc voilà par rapport à Seuda Shilishit, selon toutes les options, soit ceux qui vont manger du Hametz, soit ceux qui vont manger de la Matzah Ashira, soit ceux qui ne mangent rien du tout, ni de la Matzah Ashira, ni de la Matzah Mitugenet, c'est-à-dire ni de la Matzah frite, parce qu'il y a certaines personnes, comme Baba Saleh, Alav Shalom, lui, il ne mangeait pas du tout de la matzah qui était trempée dans un liquide. Il ne trempait pas du tout la matzah pendant toute la fête de Pessah, du tout, pendant toute la fête de Pessah. Donc, lui, il considérait que, donc lui, il ne trempait pas la matzah. Donc, pour lui, la solution de matzah metugenet, la matzah frite ou la matzah cuite, n'est pas une solution. Alors, pour ceux qui sont mahmirim, pour ceux qui sont stricts comme ça, de ne pas faire ce qu'on appelle matzah sherouya, les Sfaradim ne sont pas mahmirim. Il y en a qui le font midat hasidut, qui ne font pas matzah sherouya. Donc, la solution de cuire la matzah, de frire la matzah n'est pas une solution. La seule solution qui nous reste, c'est de faire seuda shilishit avec des fruits ou même avec dagim, avec du poisson, avec de la viande, pour pouvoir faire seuda shilishit un peu plus hashuva, un peu plus important. Une fois qu'on a couvert cela, maintenant on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est se préparer pour Filat Arvit. Donc, une fois qu'on a passé la veille, tout le Shabbat, et qu'on va se préparer pour Arvit, c'est rapporté dans le Hazon Ovadia, dans la page Kuf Yutet. Là-bas, c'est rapporté, au nom, le Rav Ovadia Yosef, il écrit, que ceux qui sont mahmirim, il y a des gens qui sont très stricts, et ça, c'est son conseil, que tous les Motzai Shabbat, il faut attendre l'heure de Rabbeinu Tam, qui est beaucoup plus que l'heure régulière, pour faire Motzai Shabbat. Ils attendent plus que ça. Et donc, certains font 40 minutes ou autres, selon Shitat Rabbeinu Tam, avant de pouvoir faire Arvit de Motzai Shabbat ou même faire des Melachot. Alors, et Rav Ovadia Yosef, dans ses psakim, lui, il dit clairement que c'est comme ça qu'on doit faire. Parce qu'il y a un hashash de Horaïta. Il dit même qu'à Kippour, il faudrait attendre jusqu'au Zman de Rabbeinu Tam, Motzai Kippour, pour pouvoir manger. C'est comme ça qu'il tient. Malgré qu'il est très mahmir dans Rabbeinu Tam pour Motzai Shabbat et Motzai Hag ou Motzai Yom Kippour, pour ce Shabbat-là, au Motzai Shabbat de cette année, qui est la veille de Pessah, qui est le premier soir de Pessah, il dit clairement dans Hazon Ovadia, dans le Siman Kuf Yutet, il dit qu'on ne devrait pas attendre Rabbeinu Tam, même ceux qui font Rabbeinu Tam à l'année longue, Aval Tzarich Lizdarez et prier Arvit le plus tôt possible. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le plus tôt possible? C'est sûr qu'on ne peut pas faire Arvit avant Tset HaKochavim. Oui, il y a une déa dans la Gemara, dans la Sechet Brachot et ailleurs, que il faisait Arvit chez le Motzai Shabbat, Beshabbat, après Plaga Mincha. Arvit du Motzai Shabbat, après le Plaga Mincha, en plein Shabbat après-midi. On n'est pas posé comme ça. Et donc, cette année, il n'y a pas le choix. On est obligé d'attendre 7 Akochavim pour pouvoir faire Arvit. C'est-à-dire l'Izdarez. Mais il faut faire vite. Les Bal Yeshnu Hane'arim, afin de rentrer vite et tôt à la maison pour pouvoir commencer le Seder, pour que les enfants puissent participer. Maintenant, c'est intéressant d'essayer d'expliquer la logique du Rav Ovadia Yosef, alors que lui est tellement strict sur Rabbeinu Tam. Alors, comment se fait-il qu'ici, le premier soir de Pessah, il dit qu'il ne faut pas faire Rabbeinu Tam et faire Arvit de Motzai Shabbat, qui est le premier soir de la fête, le plus vite possible? Là, il dit quelque chose de très intéressant. C'est rapporté dans la Torah, d'ailleurs la paracha dans Parashat Bo, la mitzvah de Vigadta lebincha. Il y a une mitzvah d'enseigner à nos enfants, de raconter à nos enfants toute l'histoire de Yetziat Mitzrayim et de le faire participer au Seder de Pessah. Comme c'est rapporté, les Bal Yeshnu Ane'arim, c'est-à-dire l'Izdarez, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Il faut faire vite, afin que les jeunes ne s'endorment pas, pour qu'ils puissent assister au Seder de Pessah. Donc, et lui considère, et c'est comme ça,
comme ça on le voit d'après Rambam, mais d'après tous les Rishonim, que la mitzvah d'après le Shulchan Aruch, que la mitzvah de Vigalata Lebincha, d'enseigner le soir de Pessah, la Haggadah à nos enfants, l'histoire de Tziat Mitzrayim à nos enfants, c'est une mitzvah ta'aseh de Oraita. C'est une mitzvah de la Torah. Donc, puisque c'est une mitzvah de la Torah, il faut faire la mitzvah de Oraita et donc ne pas s'attarder à cause de Shitat Rabbeinu Tam. Et le Rav Ovadia Yosef lui-même, qui est tellement strict sur la Shita de Rabbeinu Tam, le Motzai Shabbat, il dit clairement dans Hazon Ovadia, dans Siman Kuf Yutet, qu'il ne faut pas faire cette fois-ci, il ne faudra pas faire Rabbeinu Tam, on fait Tfilat Arvit dès Motzai Shabbat pour pouvoir permettre de rentrer à la maison tôt et de faire tout de suite les Isdarez et s'empresser de commencer le Seder afin que les enfants y participent. Certains ont voulu dire, c'est rapporté dans Tshuvot ou Minhagim du Rav Moshe Steinburg, qui est le Rav Beddin de Eda Haridit, où il dit il faut quand même faire Rabbeinu Tam. C'est même rapporté dans le Littéa Gabriel, qu'il faut faire Shitat Rabbeinu Tam, et que même ce soir-là, il faut s'organiser, faire une sieste aux enfants le Shabbat après-midi, comme ça le soir ils seront en forme pour assister au Seder. On voit que le Rav Ovadia ne tient pas du tout comme ça, et il dit qu'on doit faire s'empresser de faire Arvit tout de suite. Maintenant, cette année, étant donné que pour l'instant, et qu'on va tous prier ensemble, que cette Gezerah Ayuma, cette Gezerah qui nous est tombée sur la tête, de être obligé de rentrer à la maison à 8 heures, avant 8 heures, et qui nous pose énormément de problèmes, pas seulement pour les téfilotes, mais surtout pour Tevilat Nashim, pour la Tevila des femmes. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais ceux qui veulent savoir les détails, on a écrit une lettre d'explication comment faire la Tevila dans ces cas-là. Donc, vous pouvez aller sur le site du Mikvé Israël et vous verrez la lettre que nous avons expliquée, explicative. Peut-être on la fera circuler, très explicative, comment faire Tevila dans ces cas-là. À partir de la Shkia, avec chaque soir, il faut rentrer à la maison, c'est-à-dire on fait Tevila le 7e jour, à partir du coucher du soleil, et on ne peut rentrer à la maison, on ne peut pas rencontrer son mari pas avant Tset HaKochavim. Donc, on a bien, pour cette semaine, on a bien précisé les horaires. Je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Peut-être on diffusera cette lettre, mais en tout cas, elle est sur le site du Mikvé Israël. Je reviens à Tfilat Arvit. Tfilat Arvit, cette année, on ne peut pas la faire, je vais vous dire exactement quand est Tset HaKochavim. On ne peut pas faire pas avant Tset HaKochavim de la semaine de le Motzai et Shabbat. J'essaie de retrouver Tset HaKochavim, je vais vous dire tout de suite. Il me semble que j'avais dit que c'était pas avant 7h42. Donc, il me semble que Tset HaKochavim, ce sera 7h42, le Motzai et Shabbat du premier soir de Pessah. Donc, on ne peut pas commencer Arvit pas avant 7h42. Le problème, c'est qu'on doit rentrer à la maison avant. Donc, ceux qui habitent juste à côté de la synagogue, peut-être, ils auront le temps de finir très, très vite Arvit et de rentrer à la maison avant le Zman. Ceux qui ne peuvent pas, comme beaucoup d'entre nous, on sera obligé d'aller faire Minha à la synagogue et ensuite de rentrer à la maison pour faire Arvit Yahid, faire Arvit tout seul. Maintenant, la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire de faire Arvit tout seul par rapport au Hallel? Est-ce que quelqu'un qui fait Tfilat Yahid, est-ce qu'il devra faire le Hallel avec Bracha ou sans Beracha? Alors pour ça, quelque chose d'intéressant, c'est rapporté dans le Kaf HaHaim que on fait le Hallel, et c'est rapporté comme ça dans le Siman Taf Pe Zayin, dans la Chot Pesach. Là-bas, c'est rapporté qu'on fait le Hallel à la synagogue, Mishum Pirsum HaNes, etc., pour publier le Nes. Et donc, on fait le Hallel Gamour avec Beracha. Et c'est rapporté, Bebet HaKnesset, Bat Sibur, Bebet HaKnesset. Le Kaf HaHaim dit, si quelqu'un était à la synagogue et qu'il a oublié de faire le Hallel et qu'il rentre à la maison,
et il se rend compte qu'il n'a pas fait le Hallel. Avant qu'il ne commence le Kiddush, il devra faire le Hallel avec Beracha. Donc, on comprend de là que même celui qui prie Yahid fait le Hallel avec Beracha, même s'il est Yahid. Et c'est comme ça que le Rav Ovadia Yosef est possède dans les Havedah, dans les Shelot Havedah, dans Siman, dans le Helek Dalet, Siman Lamed Dalet, où il dit comme ça, que le minhag de dire le Hallel le premier soir et le deuxième soir de Pessah, c'est un minhag extraordinaire qui a été basé par les Gdolim, comme ça c'est rapporté dans le Birkei Yosef du Hida, qui est très important. Et donc, il ramène même que si quelqu'un, par exemple, c'est comme ça que c'est ramené au nom du Gaon de Vilna, que si quelqu'un, parce qu'il y a des Keilot qui ne font pas le Hallel, que si quelqu'un va dans une synagogue où on ne fait pas le minhag de cette Keila, c'est de ne pas faire le Hallel le premier soir et le deuxième soir de Pessah, alors lui devra le faire tout seul avec Beracha. Et même s'il rentre à la maison qui sera seul, il devra faire le Hallel avec Beracha. Donc il est clair, et c'est comme ça que le Rav Ovadia est possède. Il dit, Mikol Makom, après qu'il les a amenés même d'autres avis, je vous dis exactement qu'est-ce qu'il dit, Mikol Makom, Tov venachon le Yahid, c'est une chose qu'il faut faire, Ligmor Hallel bivracha, bifne atzmo kodem athalat aseder shel lel ha-Pesach. Il faut finir, il faut compléter le Hallel avec Beracha avant de commencer le Seder parce que ça va inclure également, cette Beracha va inclure également le Hallel qu'on va refaire dans la Haggadah sans Beracha. Voilà, on a réglé pour le Hallel. Maintenant, une chose que je voudrais rapporter également, on va revoir ensemble. Dans les procédures, bien sûr, il faut attendre 7 Kochavim pour que la femme puisse faire Hadlakat Nerot de Yom Tov. Alors, pour Hadlakat Nerot Yom Tov, bien sûr, il faut faire attention de faire Hadlakat Nerot après Tzet HaKochavim, c'est clair, bien après la sortie du Shabbat. Et bien sûr, avec un feu déjà existant, ça veut dire qu'il faut vous arranger. La veille de Pessah, vendredi, acheter des ner neshama qui durent longtemps, 48 heures et plus, et même plus, parce que cette année, c'est 3 jours. Il faut que ça dure tout le Shabbat. Et ensuite, on pourra prendre de là et rallumer un autre pour pouvoir faire durer pour le deuxième soir de Pessah, qui sera dimanche soir, pour allumer également les nerot de Yom Tov. Donc, bien sûr, la femme devra allumer ner shel Yom Tov. Maintenant, par rapport au brachot de ner Yom Tov. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la polémique de Hadlakat Ner Shabbat Kodesh, le psak du Rav Ovadia Yosef, du Rav Ben Zion Abba Shaul, du Rav Mordechai Eliyahu, du Kaf HaHayim, du Ben Ishai, que les femmes doivent d'abord allumer les nerot et ensuite faire la beracha. Le Rav Ovadia Yosef, lui, il explique Maran d'une manière différente et il dit que non, il faut faire la bracha de la Kat Nerot, il faut la faire, je ne sais pas pour Shabbat, il faut la faire avant d'avoir allumé. Parce que lui, il explique que toutes les mitzvot doivent être, toutes les brachot doivent être over la Asiyatan. Rabbi Shalom Messas a des psakim entiers là-dessus, et même c'est rapporté dans Vayomer Yitzhak, de Rabbi Yitzhak Ben Olit, et encore beaucoup d'autres, que le minhag des Marocains, pas seulement des Marocains, puisque je viens de citer le Rav Ben Zion Abba Shaul, j'ai cité le Rav Mordechai Eliyahu, j'ai cité le Ben Ishai, j'ai cité le Kaf HaHayim, et vous comprenez que j'omettrai de citer tous les poskim ashkenazim aussi. Ce n'est pas notre problème pour l'instant. On va s'occuper de nous. Que la bracha de la Kat Nerot doit se faire après avoir allumé. On parle de tous les Shabbatot de l'année. Maintenant, venons à Yom Tov. Puisque Yom Tov, le problème ne se pose pas, alors beaucoup de poskim, Sfaradim diront qu'il faut faire la beracha avant d'avoir allumé et ensuite allumer. Le Rav David Ovadia, qui était le grand rabbin de la ville de Sofron, qui était vraiment un grand gaon. Ensuite, il était à Yerushalayim, dans la Rabbanout Yerushalayim. Il est décédé il y a quelques années. Il était centenaire.
D'ailleurs, il a 2 petites filles ici à Montréal qui sont là. Leurs maris sont des Chavrei Kollel. Lui, il dit clairement dans son Sefer Nahagu Ha'am que les femmes devraient faire la beracha après avoir allumé, comme l'El Shabbat Kodesh, pour ne pas qu'il y ait de confusion, pour ne pas se mélanger. Shabbat, on fait la bracha après. Yom Tov, on fait la bracha avant. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, il faut garder et faire la bracha après avoir allumé. Je répète encore, d'après le Rav Yosef, lui dit qu'il faut toujours faire la bracha avant d'allumer, que ce soit Shabbat, que ce soit Yom Tov. Je répète que Rabbi Shalom Messas a des psakim, des pages et des pages entières pour ensuite arriver à la conclusion que nous, on est noheg de faire la beracha après avoir allumé. Maintenant, venons à la beracha de Sheheyanu. Est-ce que les femmes sont tenues, doivent faire la beracha de Sheheyanu après avoir allumé les bougies de Yom Tov, après avoir fait la beracha, la dikner chez Yom Tov, est-ce qu'elle doit faire la beracha de Sheheyanu ou pas? Alors, je vais d'abord commencer par le psak du Rav Ovadia, Yosef, qui dit que du fait que le mari va faire un peu plus tard Sheheyanu dans le Kiddush, ce Sheheyanu va rétroactivement acquitter sa femme, même pour les Nerot qu'elle aura allumés. Et donc, elle ne devrait pas faire la beracha de Sheheyanu après avoir allumé les Nerot de Yom Tov. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, alors je m'excuse, je continue avec le Rav Ovadia, excusez-moi. Et il dit, et donc c'est comme ça qu'il faudrait faire, de ne pas faire la bracha de Sheheyanu. Et celles qui font la bracha de Sheheyanu, celles qui le font de toute façon, parce que ça c'est leur coutume de le faire, quand le mari fera kiddush et qu'il dira la bracha de Sheheyanu, donc si la femme a fait Sheheyanu quand elle allumait les nerot, elle ne devra pas répondre Amen après la bracha de Sheheyanu, parce que ce serait un hefsek entre la bracha du kiddush et goûter le vin. Donc, si elle a fait la bracha de Sheheyanu à de la 4 nerot, elle ne répondra pas Amen à la bracha de Sheheyanu de son mari du kiddush, comme ça, elle ne rentrera pas dans ce problème. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Mordechai Eliyahu, et encore d'autres poskim, le Tzitz Eliezer et encore d'autres, ils disent qu'en vérité, ce n'est pas considéré comme un hefsek, parce que c'est le tzorech oto inyan. Elle est dans l'atmosphère du Yom Tov, elle est dans l'atmosphère du Kiddush, elle répond les tzorech à Kiddush, donc ce n'est pas un problème et ce ne sera pas considéré comme un hefsek. Maintenant, par rapport à faire la bracha de Sheheyanu pour Adlakat Nerot, donc je répète, le Rav Mordechai Eliyahu dit que les femmes séfarades font la bracha de Sheheyanu à Adlakat Nerot, et qu'elles ne doivent pas s'inquiéter de répondre Amen après le Kiddush, après Sheheyanu du Kiddush, du mari. Le Rav Ben Zion Abba Shaul également, qui était la Havruta, qui était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, dans Helek Gimel, dans Shelot Utshuvot Or LeTzion aussi le rapporte. Et qu'on fait Sheheyanu, également Rabbi Shalom Messas, également Eposek dans les Shelot Utshuvot Shemesh Umagen Helek Dalet, le 4e Helek, également il est posek que les femmes séfarades, en tout cas, font la bracha de Sheheyanu Hadlakat Nerot. On le retrouve également dans le Ben Ishai. Dans le Ben Ishai, dans Parashat Bamidbar, Shana Rishona, on sait que le Ben Ishai, il a fait toutes ces halachot selon les parashot à Shavua, il y a plusieurs années. Dans Shana Rishona, il répond, et il dit, il écrit clairement que les femmes doivent faire la bracha de Sheheyanu à Yom Tov, après avoir allumé et faire la bracha de Adlakat Ner chez Yom Tov, elles doivent faire la bracha de Sheheyanu, et le clavier, qu'à chaque fois qu'on fait Sheheyanu au Kiddush, les femmes doivent faire Sheheyanu dans Adlakat Nerot chez Yom Tov, bien sûr, seulement pour les 2 premiers jours de Pessah. Les 2 derniers jours de Pessah, elles ne feront pas Sheheyanu parce que il n'y a pas, personne ne fait Sheheyanu parce que c'est la suite, la fête.
Mais toutes les fêtes pour lesquelles on fera la bracha de Shehianu, au Kiddush, les femmes devraient faire la bracha de Shehianu dans Hadlakat Nerut. Il me semble donc qu'on a couvert pratiquement tout. Je voudrais, je suis prêt à, je pense que j'ai dépassé l'heure, mais ce n'est pas grave. Je voudrais terminer avec un hidouche très intéressant dans la Haggadah et qui va nous laisser avec un bon ta'am, comme on dit. Il y a des coutumes très intéressantes par rapport à la Haggadah. Qu'est-ce qu'on fait dans le Seder de la Haggadah? On l'appelle Seder, n'est-ce pas? Le Seder. En hébreu, le Seder veut dire l'ordre. On est en ordre. Cette soirée-là, en vérité, on est tout en désordre. Tout est dans des ordres. Et on fait ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Pourquoi? Afin que les enfants, pour éveiller, pour susciter la curiosité des enfants, et qu'ils posent des questions. À un certain moment, on va montrer la matzah, on dira matzah shanachnu ochlim al shuma. Alors, à un moment, on nous dit, on découvre la matzah, on recouvre la matzah, on lève le verre, on pose le verre, et etc., etc. À un moment, on nous dit qu'il faut couvrir les matzot, on lève le verre et on dira Vehi she'amda la avotenu, on lève le verre de vin plein qu'on a préparé pour le deuxième kos, et on dira Vehi she'amda la avotenu, cette promesse que Akadosh Baruch Hu nous a fait, Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, qu'il n'y a pas eu un seul qui était par haut qui a voulu nous exterminer. Ella shebechol dor vador omdim alenu lechalotenu. Mais dans toutes les générations, il y a toujours des chefs, ou peu importe qui ont, des chefs d'État, ou peu importe, qui ont cette intention de hasve shalom hayolotiyeh, de faire disparaître le peuple juif. Aval, Akadosh Baruch Hu, Matzilenu mi Adam, et Akadosh Baruch Hu, dans toutes les générations, nous sauve. Il y a une histoire intéressante du Admour de Tzantz. Le Admour de Tzantz, quand il s'était fait attraper, d'ailleurs c'était un rescapé, quand il s'était fait attraper par les nazis, il y a un nazi qui a commencé à le frapper et à le menacer de mort. Et le Admour lui a dit, sache une chose, je ne sais pas si moi je vais vivre ou je ne vais pas vivre, si tu vas me tuer ou quelqu'un d'autre va me tuer, mais ce n'est pas le problème. Mais une chose que je peux t'assurer, c'est que le peuple juif ne disparaîtra jamais. Ça, je peux te l'assurer. Ce soldat, quand il a vu cette réaction du Admour de Tzantz, il a laissé tomber, il a laissé vivre, il est parti. Il ne l'a pas tué. Et Baruch Hashem, il s'est rescapé, lui en même temps que le père de notre Av Beddin, du Rav Weiss, ici de Montréal, le Gaon Rav Binyan Weiss, Shalita. Ils se sont échappés ensemble et c'est eux qui, ensemble, ont reconstruit toute la communauté de Chassidut de Tzantz et que nous connaissons très bien. Pour ceux qui connaissent Natania, ils sont installés là-bas dans la ville de Natania et ils font un très, très beau travail. Mais je voudrais essayer qu'on se pose la question. Pourquoi est-ce qu'au moment où on dit « Vehi she'amda lavotenu », on lève le verre de vin? Bon, le Harizal HaKadosh, il dit il y a une raison kabbalistique. Nous, on va essayer de retrouver une autre raison. L'idée est que de quelle manière est-ce qu'on peut nous exterminer et faire disparaître le peuple juif? C'est soit comme ce que Haman a voulu faire, les Hashmid, la Harugul Abed et Kol HaYehudim, Tav Venashim, Na'ar Vezaken. Haman voulait détruire tout le monde et tuer tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Physiquement, ça c'était une manière d'extermination. Une autre manière d'extermination, c'était ce que voulaient les Grecs à l'époque de Hanouka, c'était pas de nous tuer, mais de nous assimiler. Le vin est un symbole très intéressant, comme c'est rapporté. In ve'agefen be'in ve'agefen. Que le raisin, la vigne, ne peut pas se greffer avec un autre fruit. On peut prendre n'importe quel fruit et le greffer avec un autre.
et ça va donner un nouveau fruit. Alors que le vin, la vigne, ne peut pas se greffer. Elle ne peut se greffer qu'avec une autre vigne. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'assimiler. Le vin est le symbole de pureté. On ne peut pas s'assimiler. Alors, c'est ce qu'on dit, Vehi she'amda avotenu. Ceux qui ont voulu nous assimiler, nous exterminer, soit physiquement, soit par assimilation, ne vont pas réussir parce que nous sommes comme le vin, comme le raisin, comme la vigne qui ne peut pas se greffer, qui ne peut pas s'assimiler à quoi que ce soit d'autre et qui va toujours rester pur. Mais j'ai vu une autre très belle explication, très intéressante. Le vin est le symbole également de quelque chose d'extraordinaire où on fait toutes nos célébrations religieuses avec du vin. Pessah, on va boire les 4 verres de vin. On fait un mariage, on fait repas avec Kiddushin avec un vin. On va nommer un bébé à la naissance, on fera avec du vin. Pour les Kiddush des fêtes, avec du vin. Et il y a des halakhot très particulières par rapport au vin. C'est comme c'est rapporté dans la Gemara, dans la Sechet Avodah Zarah, que le vin qui a été utilisé pour des offrandes d'idolâtrie, ça s'appelle Yain Neser. C'est un vin qui est interdit complètement, même à Hana'a, on ne peut même pas en tirer profit. Il y a une takana qui a été faite, une gzera qui a été faite par les Hachamim de Stam Yenam. Qu'est-ce que c'est Stam Yenam? C'est du vin qui n'a pas été fait par un Ben Israël, qui n'a pas été utilisé pour la Avodah Zarah, mais qui va être quand même interdit, au même titre que Bishul Goy, pour éviter l'assimilation. Ce qu'on appelle Mishum Hatnut. Ça veut dire qu'on respecte une Gzerat Hachamim. Les Hachamim nous ont décrété qu'il faut du vin kasher fait par un juif dans toutes les règles de l'art. Et ce n'est pas facile. Demandez à Rav Kremzi, c'est un spécialiste de fabrication du vin kasher. Demandez-lui les complications que c'est de fabriquer du vin kasher. Ce n'est pas évident. Pour ne pas que quelqu'un d'autre le touche, pour ne pas qu'il le voie, pour ne pas, etc. Du début jusqu'à la fin. À partir du moment où on décharge les camions, la vigne est déchargée. Les grappes de vigne sont déchargées. Les grappes de raisin. Et pourtant, on respecte ça à la lettre. Et c'est ça notre force. Et c'est pour ça qu'on lève le verre de vin, on dit Vehi she'amda lavotenu. Ce srout-là de Béné Israël, qui ont gardé non seulement les mitzvot de la Torah, mais également les mitzvot de Hachamim, les mitzvot de Rabbanan, les mitzvot, pas seulement les mitzvot de Rabbanan, les interdictions de Rabbanan, tout ce qu'on nous a, tout ce qu'on a pu nous donner comme restriction en plus de la Torah, on le fait. Et on le fait d'une manière extraordinaire et avec plaisir. Alors c'est ce qu'on dit. Ce zérout-là, ce mérite que nous avons, on le présente devant Akadosh Baruch Hu. Et on lève le vin et on dit Vehi she'amda lavotenu. C'est quoi Vehi? Ce zérout que nous gardons et que nous respectons, d'ivrei Hachamim, que nous respectons toutes les mitzvot de Hachamim et toutes les restrictions, même si on ne les comprend pas toujours, on les accepte. Ce mérite-là va nous permettre que Bezrat Hashem, on ne va pas s'assimiler. Ce mérite-là va nous permettre, comme c'est rapporté dans la Gemara, comme la Géoula était au mois de Nissan, Bezrat Hashem, la Géoula très prochaine sera au mois de Nissan et on méritera les Chol Sham, Minazvahim, Minapesachim, on pourra mériter de faire le Korban Pesach encore à Yerushalayim, à Benouya, avec Bet Hamikdash Hashishi, avec Mashiach Tzidkenu, Bimela B'Yamenu, Amen. Un Chag Sameach et Kasher à tous. Toda Rabba pour ce grand shiur de Halakha. Je pense qu'il y a maintenant des questions qui sont arrivées. Alors, Rabbi Banon, thank you very much. I sent you the questions. Do you want me to read it or would you like to look at them? Non, c'est bon, j'ai reçu 2 ou 3 questions. Je pense que j'ai répondu. La première question, c'est comment est-ce qu'on pourra aller à la synagogue pour Arvit
le premier soir de fête et tous les autres soirs de fête, alors la question était répondue, on n'a pas le choix, on ne peut pas aller. Il faut qu'on rentre à la maison avant 8 heures. Donc, comme j'ai expliqué, on rentrera à la maison, on fera minha à la synagogue plus tôt, on rentre à la maison avant 8 heures et on fera vite beyahidout, on n'a pas le choix. Ensuite, on aimerait savoir si on peut consommer les tomates en conserve à MR pour Pessah. Oui, on peut les consommer à condition de les acheter avant Pessah et de préparer avant Pessah, mais ne pas acheter pendant Pessah. Pendant Chol HaMoed, on ne peut pas acheter, il faut les acheter avant Pessah. Les truffes en conserve du Maroc pour Pessah, il y a une ashgaha dessus, c'est écrit Kasher le Pessah du rabbinat de Casablanca, c'est bon, on peut les consommer. Quelqu'un demande We have 3 oui, questions. si quelqu'un, oui, je réponds à la question. Si quelqu'un ne consomme que de la matzah shmura pendant toute la fête de Pessah, alors il n'y aura aucun problème. Le vendredi soir et Shabbat matin avant 10 heures, j'ai déjà oublié l'heure, avant 10 heures, l'heure d'interdiction de consommer du hametz, je vais vous la dire tout de suite. Avant 10h26, on pourra faire la première Seuda de Shabbat avec de la matzah ashira, sans problème. Et la vérité, c'est plus facile parce que la matzah ashira, bien qu'on ne la consomme pas, ceux qui ne la consomment pas, c'est-à-dire ceux qui mangent que de la matzah shmura pendant toute la fête, mais au moins, ce n'est pas hametz. Donc, au moins, ils n'auront pas le problème de gérer du hametz à la maison et il n'y a pas de problème de faire la Seuda de vendredi soir avec matzah ashira et de faire les tilat tzadayim amotzi dessus et la Seuda Shenia après Shahrit, mais il faudra prier Shahrit tôt, bien sûr, et arrêter de la consommer avant 10h26. Et bien sûr, Birkat Amazon au complet. What the ladies are asking what to do with their toothbrushes. Should they put in the chametz closet? Oui. Alors, on conseille toujours de changer les brosses à dents pour Pessah, c'est-à-dire, et d'avoir de nouvelles brosses à dents et d'utiliser les pâtes dentifrice qui sont sur les listes. Vous n'êtes pas obligé, ceux qui veulent acheter Kasher les Pessah, d'avoir les Beracha. Sinon, regardez les listes que vous avez reçues. Vous verrez quelles sont les pâtes dentifrice qui sont autorisées, qui sont conseillées à utiliser pendant Pessah. Je vois qu'il y a une autre question qui a été posée. Quelqu'un qui a posé la question pour Bioten. Je ne suis pas très sûr qu'est-ce que c'est que cette question. Oui, ça c'est une question plus personnelle. C'est quelqu'un qui est malade de l'oraléno qui demande s'il peut utiliser un produit. Il n'y a aucun problème de l'utiliser. Parce que de toute façon, même s'il y a de l'alcool ou quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose qui est comestible, qui n'est pas quelque chose qui est consommable par un chien. Donc, il n'y a aucun problème. Elle peut utiliser ce produit qu'elle m'a envoyé. Another question is, if they eat before 10 o'clock, do they have to eat meat at the morning Seuda? Bon, ça, c'est une sheila qui est bonne, qui est pour toute l'année. Est-ce que dans les Seuda de Shabbat, on a l'obligation de manger de la viande? D'abord, le poisson, c'est écrit clair, Aochel dag bedag nitzol midag. C'est-à-dire, celui qui mange du poisson, dag, bedag. Que veut dire dag? C'est Dalet Gimel, c'est la valeur numérique de 7. 7 qui veut dire le Shabbat. Donc, celui qui mange du poisson Shabbat, Nitzol Midag, il sera épargné de Dina Shel Gehinam. Donc, on voit que manger du poisson Shabbat, c'est très important. La viande aussi, puisque c'est écrit En Simcha ela bebassar veyayin, que la Simcha, la vraie joie, c'est quand on fait un repas avec de la viande. Pour Shabbat, ce n'est pas écrit Inyan de Simcha. Pour Yom Tov, c'est écrit Vesamachta behagecha. Donc Yom Tov, c'est obligé, manger de la viande. Shabbat, c'est Oneg Shabbat, Mishum Oneg Shabbat. Il n'y a pas écrit Vesamachta dans Shabbat. Bon, c'est vrai qu'on est Sameach, on est content Shabbat. Mais le Shabbat, c'est plus une mitzvah de Oneg que de Simcha. Quelle est la différence? Simcha, c'est dans un état de joie. Oneg, c'est d'avoir de la satisfaction. Maintenant, c'est rapporté clair. Il y a une chouva de Rav Ovadia Yosef qui dit que si quelqu'un, par exemple,
la viande le dérange. Ça lui dérange. Ça lui fait mal. Pas qu'il est malade. Si quelqu'un est malade, c'est autre chose. La viande, il n'a pas le droit de manger de la viande parce que c'est trop gras. Peu importe. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne devra pas manger de la viande, même dans les sédot de Shabbat. Mais quelqu'un qui tout simplement, ça le dérange. Pas au point de le rendre malade, mais au point que ça le dérange. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de oneg. Il n'est pas obligé de manger de la viande dans les sédot de Shabbat. Donc, ça répond pour l'année longue et ça répond pour cette année également dans la première série. Another question is, if the matzah that is cooked with oil or eggs or fruit or fried, does it become mizonot or is it hamotzi? Non, c'est hamotzi. Ça reste hamotzi. Et quand on est couvert à Séouda dessus, on n'est pas obligé de manger 240 grammes. Ça reste birkat hamotzi. Comme ça le Rav Yosef est pensé. Okay, the question that came in now is about the Tums, tablets Tums. Is that allowed on Pesach? La vérité, c'est qu'il faut voir sur les listes. Je n'ai pas toute la liste en tête. Vous avez tous reçu des listes. Elles ont été distribuées partout. Vous pouvez aller online sur le rabbinat, les listes qui ont été faites par le rabbinat, par le Vadaïr, il y a plusieurs listes qui circulent Baruch Hashem, et vérifier là-bas si elles sont permises ou pas. Je ne me rappelle pas tout de suite si oui ou non, mais vérifiez sur les listes. So all the questions regarding the fev and the quinoa, they should look online and they will know exactly what to do. Ben, ça dépend. Pour les Sfaradim, les kitniot ne sont pas interdites. Pour les Sfaradim, à part les Marocains qui sont très stricts, qui ne consomment pas du riz, alors que les Tunisiens et tous les autres Sfaradim, la plupart des autres Sfaradim consomment du riz à Pessah. Les Libanais, les Syriens, etc., tous les Haïdot à Mizrah, consomment du riz à Pessah, comme dit Maran. Maran dit clairement qu'on mange du riz à condition de le vérifier 3 fois, etc. C'est compliqué. Mais ceux qui mangent, mangent. Les Marocains ne mangent pas du tout le riz, mais ils mangent certains restent, certains autres kitniot. Par exemple, les petits pois qui sont des kitniot, des fèves qui sont des kitniot. Tout le monde a grandi au Maroc avec les apéritifs, les fèves frites à Pessah. Pour Pessah, ça c'est les apéritifs de Pessah. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, beaucoup de familles ne mangent pas de pois chiches à Pessah. Okay? Donc là, ça va rentrer dans les coutumes de famille. Le quinoa n'est pas hametz du tout. Et même les Ashkenazim ne sont pas très sûrs si c'est kitniot ou pas, mais ça, on va leur laisser le soin de décider pour eux. Pour les Sfaradim, le quinoa a besoin d'être kasher le Pessah. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait des recherches. Le quinoa vient de Bolivie. La plupart du quinoa vient de Bolivie. J'ai parlé là-bas avec le mashgiach. C'est fait d'une manière très, très, très archaïque. Et ils descendent, le quinoa, ça descend des montagnes. Et c'est descendu soit à Dodan, soit les hommes. Ils descendent des grands sacs, ils prennent des grands sacs de jute, comme des sacs de farine, des sacs de sucre, etc. Ils mettent là-dedans tout le quinoa et ils le descendent. Le quinoa vient plein de terre. Et là, ils sont obligés de le laver, de le rincer à l'eau chaude. Il m'a dit que très souvent, ils utilisent des sacs de farine pour descendre. C'est-à-dire, ils utilisent des sacs qui sont déjà aérosiques, des sacs qui sont déjà utilisés, ils ne les lavent pas. Et ils mettent là-dedans le quinoa. Et donc, ils les descendent. Ensuite, ce quinoa qui risque d'avoir été en contact directement avec la farine est lavé à l'eau chaude. Automatiquement, ça risque vraiment de devenir hametz complètement. Bon, alors là, il faut voir. Aujourd'hui, il y a des quinoa qui se vendent avec des hashgachot, le MK ou les hashgachot, le OU, etc. Il faudrait appeler les hashgachot qui donnent hashgacha sur le quinoa, pas spécialement hashgacha kasher le Pessah, et leur demander s'ils se sont assurés que c'est également kasher le Pessah. Voir sur les listes, si c'est sur les listes, donc il n'y aura pas de problème. Thank you. Another question is, if frozen fish with a hashgacha, a regular hashgacha, does it need kosher for Passover hashgacha? Et alors, normalement, le poisson,
poisson, si il a été, je pense qu'on entend mal, il y a un problème de son. Non? C'est bon? Le poisson, s'il a été congelé naturellement, complètement naturellement, il n'y a pas de problème de l'utiliser, de l'acheter avec une ashgaha, même si ce n'est pas écrit kasher le Pessah dessus. Sauf si on vous écrit dessus qu'il y a des additifs et des choses comme ça, mais ce qui est pratiquement très rare. Donc la plupart du temps, les poissons congelés naturellement, il n'y a pas de problème de les acheter pour Pessah. I think that we are good. All the questions, and we just have people are answering that Tums for Sfardim are okay. Okay. Alors s'ils l'ont vu, il n'y a pas de problème. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Si vous pouvez préciser les 4 kazaïd comment le soir du Seder, les gens doivent avoir combien ça revient à chaque adulte dans les matzot. Alors, on comprend que lorsque la Torah nous dit que Tochelu matzot, il y a une mitzvah assez de Oraïta, un commandement de la Torah, une obligation de la Torah de manger des matzot le premier soir. Le deuxième soir, c'est de la banane. C'est quand même une grande mitzvah, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est aussi important de la banane que de Oraïta. Donc, puisque quand on parle de achila, chaque fois qu'on mentionne le mot achila, alors ça veut dire qu'il faut manger au moins un kazaït. Alors, que représente un kazaït? Alors, il y a 2 manières de calculer un kazaït. Il y a des avis différents. L'avis le plus courant chez les Sfaradim, c'est 28 grammes. 28 grammes de matzah, ça donne à peu près, si on prend une matzah shmura, que nous connaissons de Montréal, par exemple, faite à la main, c'est à peu près, c'est un peu plus que la moitié de la matzah. C'est un peu plus de la moitié de la matzah. Maintenant, dans les Yitzhak Reach, c'est un livre, un sefer qui a été fait par un grand rave, Rabbi Yitzhak Hazan, qui est un grand dayan au Maroc, qui a écrit des Shelot Utshuvot Yahavedaat sur la Chod Gitin et autre chose. Il a écrit aussi une Haggadah chez Pessah. Il a écrit aussi la Chod de Pessah dans cette Haggadah. Il l'appelait le Yitzhak Reach. Bon, juste pour vous faire savoir, il a été ensuite Av Betadin à Haïfa, et ensuite ils l'ont monté à Yerushalayim dans le Bet Din Agadol. Malheureusement, il est niftar, assez relativement jeune. Il avait des problèmes de santé, mais c'est un grand possèque, un grand Talmid Chacham. Il a écrit quelque chose d'intéressant. Rabbi Shalom Essas aussi il le dit. Comment est-ce qu'on calcule le kazaït? Est-ce qu'on calcule kazaït par rapport au poids ou par rapport au volume? Alors, si c'est au poids, c'est 28 grammes. Si on prend, par exemple, 28 grammes et on voit le volume de 28 grammes, et je vais m'expliquer comment est-ce qu'on vérifie le volume de quelque chose. Si on veut savoir, par exemple, le volume d'un œuf, comment on fait? Vous prenez un verre d'eau qui est rempli à rabord, vous le mettez dans une casserole vide, vous rentrez l'œuf dans ce verre d'eau et toute l'eau qui va déborder, vous la mesurez, vous la pesez ensuite, et ça, c'est le volume. Maintenant, il y a une différence entre le poids et le volume. Donc, le poids, si on mesure le kazaït par rapport au poids, c'est 28 grammes, et plus selon d'autres avis. Si on mesure le kazaït au volume, c'est 17 grammes et un peu plus. Certains disent que ça va jusqu'à 19 grammes. Donc, le Rav Hazan, il explique, il dit, et même Rabbi Shalom Essas, il est d'accord, il dit lui aussi pareil, que normalement, puisque c'est une mitzvah assez d'oraïta de manger de la matzah, il faudrait aller à la Humra et calculer le kazaït au gramme, au poids, c'est-à-dire au moins 28 grammes. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes de digestion, ceux qui ont des difficultés, alors ils peuvent se suffire à calculer le kazaït selon le volume, et donc ça donnera à peu près 19 grammes, qui fait quand même une différence par rapport à 28 grammes. Another very, very important question is, women are asking, how will they prepare Motzei Shabbat? Bon. Important to know that we're not allowed to prepare on Shabbat for... Je voulais en parler, puis ça vous a un peu échappé. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de préparer
Mi Shabbat le Yom Tov. Donc, Shabbat après-midi ou Shabbat en fin d'après-midi, on n'a absolument pas le droit de préparer à tel point que même la matzah shmura et les muktzeh, les matzot qu'on va utiliser ce Shabbat-là, les matzot qu'on va utiliser pour le soir, pas la matzah ashira, pas la matzah qui a été cuite ou qui a été frite, mais la matzah qu'on va manger, elle est muktzeh ce Shabbat-là, justement pour éviter qu'on soit tenté à faire des préparations, à préparer la Kehara. Donc, ça veut dire qu'il ne faut absolument rien préparer le Shabbat dans l'après-midi, même en fin d'après-midi, tant que ce n'est pas Tset HaKochavim. 7h42, il me semble que ça va être Tset HaKochavim ce soir-là de Pessah. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut tout préparer à l'avance. Moi, je dis même, si on a de la place à la maison, si on peut même préparer et dresser la table le vendredi après-midi, la table du Seder avec tout ce qu'on a l'habitude de dresser, qu'on la dresse. Et que Shabbat, on mange ailleurs. Et bien sûr, tout ce qu'on va préparer pour la Kehara du Seder, il faudrait le préparer à l'avance. Il faut vérifier la laitue, si on va utiliser de la laitue pour le maror. Il faut préparer le haroset. La laitue, il faudra bien la vérifier, la laver, la sécher. On peut la mettre dans des ziplocs et la mettre au frigidaire. Elle restera bien, elle sera fraîche, avec son tam, avec son goût pour le maror. Donc, tout ce qu'on doit préparer doit se préparer à l'avance. Rien ne peut être préparé pendant Shabbat après-midi. Tout ce qu'on n'aura pas préparé, on n'aura pas le choix. Il faudra le préparer dès Motsae Shabbat. Et une chose importante, c'est que la femme, si elle ne fait pas Arvit, donc elle ne dira pas Vatodien, elle ne dira pas Tahonanta Nukondi, avant d'allumer les nérotes, il faudra qu'elle dise Baruch Hamavil ben Kodesh, les Kodesh, et ensuite elle pourra allumer les nérotes. Et pareil pour les préparatifs. Merci infiniment, Kol HaKavod, pour ce shiur magistral. Vous avez couvert beaucoup de détails pour cette année en particulier. Et je voudrais en même temps rappeler à tout le monde les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai sur l'importance de la matzah shmura, qui est la nourriture de la émouna et la nourriture de la guérison. Et comment dans notre génération où malheureusement on vit, il y a tellement de problèmes. Alors voilà, on a quelque chose de Rabbi Shimon Bar Yochai. On est en train de courir à ce médecin, l'autre médecin. Voilà, on a des paroles qui ont été dites par ce saint, le saint des saints, Rabbi Shimon Bar Yochai, que la matzah shmura, elle a cette force de renforcer la émouna et d'amener la guérison. Alors, qu'on essaye tous d'avoir minimum le soir du Seder pour les 4 kazaït, pour chaque adulte, le soir du Seder. On a soit les garçons, les filles à partir de 12 ans, à s'assurer que chacun qui est invité à la table du Seder, qu'ils ont les 4 kazaït. Et si on peut prendre pour la refoua shlema de Alexandra Esther, Batrouna Patricia, Amalia Batrout, de faire plus de matzah shmura, même ceux qui peuvent prendre toute la fête de Pessah. Tout ça, c'est des brachot en plus pour tous ceux qui ont besoin d'une refoua shlema. Et on souhaite... Je m'excuse, oui. Mihila, une chose que je voudrais mentionner, je reviens au Tams. Les Tams, je viens de revérifier. Alors, quelqu'un a dit que c'est bon pour les Sfaradim. Alors, pour faire plaisir aux Ashkenazim, c'est bon pour les Ashkenazim aussi. Et on en a besoin à Pessah, surtout. Mais pour les Ashkenazim, en tout cas, il faut qu'ils fassent attention, même je dirais pour les Sfaradim, ceux qui sont pepper, qui ont le goût de menthe, il n'y a pas de problème. Tous les autres arômes, etc., peuvent poser des problèmes. Donc, voilà, c'est bon pour tout le monde. Merci. Toda Rabba. Alors, on vous souhaite à vous, le Rav David Banan Shalita, Chag Kasher v'Sameach, que ce soit Zman Cheutenu. On vous remercie pour ce temps précieux que vous avez donné à la communauté. On souhaite à toute la communauté passer de très bonnes fêtes, Chag Kasher v'Sameach, et que Be'ezrat Hashem, qu'on soit tous réunis à Jérusalem pour célébrer, faire le Korban Pesach, que cette année ça tombe Shabbat, faire le Korban Pesach, ça sera la meilleure des choses
au lieu de rester ici avec tous les décrets, ça sera la meilleure des choses d'être réunis en Yerushalayim avec Mashiach Tzidkenu. Amen. Amen. Chag Sameach à toute la communauté. Chag Kasher Vesameach. Juste dire pourquoi est-ce qu'on dit Chag Kasher Vesameach. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas à Sukkot aussi, il y a beaucoup de Sheilot. La Soukha aussi, elle doit être kasher. Les Arba Minim aussi doivent être kasher. Quand on dit Chag Kasher Vesameach, on sait qu'à Pessah, Nashim Tzadkaniot, les femmes pieuses, les femmes Tzadkaniot, toutes nos femmes qui font tellement d'efforts et pour nettoyer, gratter, etc., tout ce qu'elles font. Alors, toute cette cache-route qu'elles font, même si ça les rend fatiguées, mais ça, c'est la grande simcha. Ça, c'est la grande simcha que Bezrat Hashem, Bizchut Nashim Tzadkaniot. Puisqu'on est sorti d'Égypte grâce au Nashim Tzadkaniot, alors la même chose, la Géoula viendra, Bizchut Nashim Tzadkaniot. Amen.